moi, j'ouvre souvent un peu les fenêtres comme ça pour recréer le bruit du vent. Nous étions au 13e étage d'un appartement parisien. Tout va bien tant que je vois le ciel, de là où je suis. L'homme qui nous ouvre grand la porte de chez lui n'a pas son pareil pour explorer la nature et le monde avec poésie. Je suis Jean-Louis Etienne, je suis médecin, explorateur, connu pour les explorations polaires. J'ai 76 ans et je n'ai pas fini. Vous écoutez Wabi, une série documentaire qui explore la conscience des femmes et des hommes qui protègent la Terre, par Émilie Vidot et Massif. Nous lui avons demandé quelles étaient ses perspectives, ses horizons pour continuer à explorer sa conscience et la planète. La nature a toujours été un refuge pour moi. Je suis né à la campagne, tout petit, il y avait les champs et les bois. J'étais timide et la nature était un terrain d'exploration. Aller grimper, aller chercher au mois de mai, par là il faut aller chercher les pies, les petites pies ou les tourterelles des bois, où il faut monter au nid. Et pour les apprivoiser, il faut les prendre jeunes comme ça. J'avais des oiseaux apprivoisés. Voilà, et donc la nature a toujours été un besoin vital. Et donc, cette vie dans la campagne que j'ai eue, j'aimais vivre dehors. Moi, j'aimais dormir dehors. Je m'imaginais des expéditions. Mais c'était surtout la montagne qui m'intéressait, vous voyez, qui me passionnait. J'avais, à 14 ans, fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Pourquoi ? Je l'analyse aujourd'hui, vous voyez. Pourquoi en hiver ? Et seul, apparemment, quoi. Parce qu'il y avait de l'adversité ? Parce que c'était difficile ? Parce qu'il fallait monter ? Non, par plaisir. Je connaissais, vous voyez, je lisais très peu. Je suis très dyslexique, j'ai toujours une souffrance dans la lecture, mais je lisais un auteur de romans de montagne qui s'appelle Frison Roche, qui était un romancier de Chamonix, et qui avait écrit Premier de Cordée, La Grande Crevasse. Et ça se passe dans le massif du Mont-Blanc, Chamonix. Et donc, moi, je n'y avais jamais été, mais je savais où étaient les refuges, le long des glaciers. Donc, j'apprenais tout ça. J'étais immergé par la pensée uniquement. Moi, je suis originaire du Tarn. Il n'y a que quelques collines, quoi. Vous voyez, voilà, donc c'est plutôt dans mon imaginaire. Et donc, le fait d'être médecin, interne en chirurgie, avec une expérience de l'urgence, donc j'ai proposé mes services de médecin. Et c'est comme ça que j'ai fait la course autour du monde avec Éric Tabarly, que j'étais en expédition à la face nord de l'Everest, que j'étais... Pendant 12 ans, j'ai fait des expéditions comme ça, où j'étais invité comme médecin. Et après, à 40 ans, j'ai décidé de faire la mienne. Et ça a été le pôle Nord, que j'ai fait en solitaire. Et donc, cette expédition, c'était la plus difficile que j'ai eu à faire. Pas la plus dangereuse, mais la plus difficile. Et ça a duré 63 jours. J'ai eu de -52 le 6 mars 1986. Et j'ai résisté à la tentation de l'abandon, parce que j'avais toutes les raisons d'arrêter. Comment on résiste à la tentation de l'abandon ? Il faut remettre le rêve à la surface, vous voyez. Se replonger dans l'instant où tout d'un coup l'idée est devenue nourricière. Vous voyez, vous avez une idée, un truc qui dit mais c'est ça que je veux faire, vous voyez, un truc plus fort que tout, quoi, hein, pas juste une envie de jambon de montagne, quoi, un truc qui structure presque votre avenir, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme une rencontre amoureuse, un truc il se passe quelque chose dans le corps. Et ça, c'est précieux, l'idée. Et ce pôle Nord, je me souviens très bien, le jour où ça a émergé, c'était une évidence. En 85, j'ai essayé, j'ai échoué au bout de 15 jours. Je suis revenu en 86 mieux préparé. J'ai résisté jusqu'au bout. C'est un chaos. Le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé qui est recouvert par une couche de glace qu'on appelle la banquise. Et donc cette banquise, elle fait 1 mètre, entre 1 mètre et 2 mètres d'épaisseur. Elle se déplace, elle dérive, elle bouge avec le vent, avec les courants. Les blocs de banquise entrent en collision, forment ce qu'on appelle des crêtes de compression, des murailles de glace qui font des fois 4-5 mètres de hauteur, qu'il faut franchir, passer de l'autre côté. Des fois, ça se recasse, il y a la mer qui apparaît puis qui regèle très vite. Et donc, vous êtes sur de la glace très fine où il faut faire attention. Si vous passez à travers, vous êtes foutu. Donc voilà, c'est une concentration permanente. Ça vous oblige à être dans le moment présent en permanence ? Absolument. Il y a une intensité du moment qui était décuplée par la solitude. Pas par la solitude, ça ne correspond pas. Parce que j'étais en solitaire. Il n'y a pas de solitude là. On est seul, mais engagé dans quelque chose de plus fort que vous, qui vous dépasse, quoi, vous voyez. Et en 86, il n'y avait pas de GPS.
Il n'y avait pas de téléphone, iridium, rien. Donc je naviguais avec le soleil. Et j'avais une balise qui émettait un signal qui était capté par le centre spatial de Toulouse. Et j'avais un copain qui était Michel Franco, qui était tout à fait au nord du Canada, qui interrogeait le terminal à Toulouse. Et par radio, le soir, il me donnait la position de la veille. Et pour vous donner une idée de la communication, il me disait 86, 48, 105, 208, enfin des choses comme ça. Et je lui disais bien compris, bien compris, bien compris. Et Michel Franco me disait le potentiomètre a bougé 3 fois, je sais que tu m'as reçu. Donc vous voyez là, cette solitude intense, mais dans ce choix, il y a une intensité énorme, quoi, parce que vous êtes responsable de tout. Quand vous parlez de ce désir d'exploration, il y a certes un désir d'exploration vers l'extérieur, mais c'est aussi motivé par une racine et par une volonté de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Oui, oui, c'est pour ça que je dis, quand vous avez une idée, qui est plus qu'une idée, qui devient une envie, c'est précieux. On n'en a pas tous les jours, des choses qui vous dites c'est ça que j'ai envie de faire, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui vous met en face d'un parcours. Alors au début, c'est sympa parce que, je sais pas, on collecte un peu, je sais pas ce qu'il faut, un petit outil, des bouquins, on le lit et tout. Puis après, on s'aperçoit que c'est compliqué, que ça demande du travail. Et puis là, c'est peut-être pas tout à fait ça que je voulais faire. Et puis il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça n'a pas d'avenir, ou je ne sais pas quoi. » Mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce qui se passe en vous. Cette espèce de graine qui est née et qu'il va falloir cultiver. Parce que vous pouvez dire « Non, finalement, c'est pas ça, j'arrête. » Puis après, il y en aura une autre. Et ça sera pareil, vous voyez. Pour se réaliser, résister à la tentation de l'abandon. Et le découragement, c'est un franchissement permanent. Je ne suis pas parfait, c'est-à-dire que je connais des choses qui m'ont fait me mobiliser et pour lesquelles j'ai abandonné. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on se construisait sur les choses que l'on clôture. Et le pôle Nord a été l'illustration parfaite. J'avais 1000 raisons d'abandonner. On a des compétences que l'on ignore de soi. Et celles-là, on va les chercher loin. Dans l'ordinaire des jours, on n'a pas trop à se forcer, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand vous êtes dans une situation où il va falloir un peu se dépasser, il y a un péril, il y a un risque, il y a un doute, il y a une envie de faire demi-tour, c'est là qu'on va chercher ces forces que l'on ignore de soi et que souvent on a, mais qu'on exerce rarement, quoi. Donc les forces, elles se découvrent dans l'adversité. Oui, beaucoup. Dans l'adversité, oui, dans l'engagement que l'on s'impose à soi-même, je dirais, ou alors que la situation vous impose, quoi, hein. Mais c'est dur de s'imposer un engagement à soi-même. On le voit aujourd'hui, par exemple, tout le monde est en conscience que on est face à cette crise climatique, ouais. Tout le monde a conscience que on traverse une crise inédite, y compris dans la disparition du vivant. Et pourtant, on n'arrive pas, par exemple, à s'imposer cet engagement. Par exemple, les politiques n'arrivent pas à le faire. Même nous, peut-être à notre échelle, moins prendre l'avion ou que sais-je. Oui. Alors, comment est-ce qu'on réussit à s'imposer un engagement ? Jaurès, il a fait un discours en 1903 à la jeunesse absolument magnifique. Il dit quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il dit « Allez à l'idéal, tout en comprenant le réel ». Vous voyez ce mariage, parce que l'idéal, vous paumez tout le monde au bout d'un moment. Quand vous allez raconter qu'il faut changer de paradigme, ben je peux vous dire, moi, mon voisin qui est dans le Tarn, j'ai dit « Marcel, il faut que tu changes de paradigme ». Vous voyez ce que je veux dire ? On est des fois un peu loin du contact avec la réalité. Alors que tout le monde le comprend, tout le monde a envie de faire quelque chose, mais si on le caricature trop, on démobilise quand même une partie de la population. Il n'y a pas une personne, si puissante soit-elle, qui peut apporter la solution. Je pense qu'il y a des choses qui sont en route. Pour moi, les 30 Glorieuses, elles sont devant. C'est fabuleux tout ce qu'il va falloir trouver. Dans des écoles d'ingénieurs, dans des petites boîtes, il y a des solutions. Si on veut passer en 2050 à 80% d'énergie électrique décarbonée, il va falloir investir, mettre de l'intelligence. Soyez les acteurs, vous-même, ou les investisseurs de cette transformation. Mettez des panneaux solaires sur le toit, à la maison. Vous allez faire dans un moment, parce qu'on va tous passer à la petite voiture électrique,
Vous allez faire le plein avec le soleil. C'est génial, il y a du fun à devenir écolo, quoi. Et puis vous allez vous piquer au jeu, vous allez devenir autoconsommateur, vous allez acheter une batterie. Mardi, il y a du soleil, donc vous faites la lessive mardi puisqu'il y a du soleil. Et puis vous allez acheter un réservoir pour capter l'eau de pluie parce que ça, on va en avoir besoin l'hiver, de manière à ce que vous puissiez arroser le jardin cet été. Ça en fait, vous voyez, entrer dans la solution. Mais ça demande un peu de travail dans tout, quoi. Si vous voulez progresser dans quelque chose, pour prendre des nouvelles habitudes, on n'a rien sans un engagement de persévérance. Alors c'est quoi la persévérance, Jean-Louis Etienne ? Résister à la tentation de l'abandon, savoir passer les moments de découragement. Il y a toujours une marée basse et une marée haute, quoi. On est fait d'alternance. Moi, je ne suis pas inoxydable du tout. Il y a des moments où je suis découragé, des fois. Et puis, vous savez, une expédition, c'est une entreprise. On ne voit que la partie émergée de l'iceberg, quoi, hein. Il y a un bureau, il faut trouver des financements, il y a des équipes à sélectionner, il y a des embauches à faire. C'est une vraie entreprise, quoi, hein. Et puis, il faut chercher des ronds. Donc, on fait un métier de vendeur de rêves. Et donc, il faut trouver quelques clients de temps en temps. Vous voyez, quand je suis rentré de la course autour du monde, il y a longtemps avec Tabarly, j'étais resté 1 an en mer, j'avais des cheveux encore, j'avais des mèches blondes même. Et alors donc, un laboratoire pharmaceutique m'avait demandé 10 conférences pour 10 villes universitaires pour des médecins. Et donc, à la fin, il y en avait quelques-uns qui venaient, putain, c'est toi qui as fait le bon choix, nous on a une clientèle, on a une famille, on a une maison, on a un club. Bon. Et là, je leur ai dit, attendez, ça c'est ma vie. Elle est absolument pas faite pour vous. Moi, je dors dans ma 403, j'ai 30 ans, ma seule adresse, c'est encore mes parents. J'ai pas un rond, je vis avec 3 fois rien. Et par contre, on a quelque chose en commun. Explorez dans votre métier. C'est ça qui est intéressant. On a fait un métier, une formation, la médecine. Vous voyez, soyez, au contraire, engagez-vous dans une exploration pour apporter d'autres solutions à votre clientèle. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Devenez des explorateurs engagés de votre temps pour être les acteurs du monde de demain. Ça sera ma conclusion. Wabi, un documentaire sonore massif, réalisé par Théo Boulanger et produit par Social Calling. Écouter Wabi, c'est un acte militant pour prendre soin de soi et veiller sur la nature. La révolution écologique intérieure ne fait que commencer.